Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Agile 2024. Donc je suis Thomas, je suis coach agile et je suis au podcast d'Équité. C'est ton premier clap ? C'est mon premier clap. Ah bah voilà, bravo, top. Félicitations. Nickel, merci. Donc Thomas, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Là, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais quoi dans la vie ? Tu fais quoi comme métier ? Alors tu as dit que tu étais coach. Ouais. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es coach ? Eh ben écoute, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis coach agile. En fait, moi je viens du monde du projet, j'étais chef de projet. J'ai découvert l'agilité il n'y a pas très longtemps, en fait, à peu près je dirais une dizaine d'années. Je ne suis pas un des premiers, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi j'étais parmi les premiers ». Genèse, moi non, définitivement pas. D'accord. Moi j'étais chef de projet, je vivais ma vie et un jour je bosse sur un projet et c'était vraiment la merde. Et à un moment, il y a quelqu'un qui me dit « Bon, en fait, ça va pas, ça marche pas ». Je dis « Oui, effectivement, ça marche pas ». Et du coup, tout le monde a envie de partir. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « Non mais attends, on est en train de tester et d'expérimenter un nouveau truc, une nouvelle approche, ça s'appelle l'agilité, est-ce que ça t'intéresserait ?» Moi j'étais là en mode, de toute façon foutu pour foutu, ok, si on peut reset le projet et on change la façon dont on travaille. Ah t'étais vraiment résigné quoi. C'était moi, je disais non mais moi je veux plus jamais entendre parler de ce sujet-là. Et là on me dit bah peut-être que, je dis ok, alors moi je veux bien, mais en mode vraiment foutu pour foutu, allons-y, refaisons le truc. Mais je dis, moi, voilà, j'y connais rien, donc vous me formez. Et donc là, on me dit, ok, pas de problème, on va te payer, on va mettre un setup dans l'équipe, on va mettre un coach. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je suis devenu PO. J'ai commencé à démarrer en mode PO. Et je pense que j'étais un des premiers PO de l'entreprise. Donc à l'époque, c'était CGI Finance. Et moi, ça m'a vachement plu. Donc j'ai commencé à travailler en mode produit. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et en fait, à partir d'un certain moment, je voyais les autres équipes. Parce qu'en fait, du coup, on a fait des erreurs. On a quand même gagné des gros succès, des gros trucs. Et du coup, je voyais les gens qui venaient me voir après, qui me disaient « Hey Thomas, comment tu ferais ça ? Hey Thomas, ça, vous avez géré comment avec l'équipe ?» Et en fait, avant même que j'ai eu le temps de me rendre compte, je me disais « Mais en fait, ça, c'est un métier. Ouais. Ça s'appelle coach agile. » Et c'est comme ça que je suis devenu coach agile. Donc, c'était vraiment gestion de projet, product owner. Et puis, à la fin, en fait, tu deviens le gars qu'on vient voir quand on ne sait pas trop. Et à la fin, tu dis, bon, ok, ça devient un métier. Et donc, j'ai commencé à exercer en tant que coach agile chez Leroy Merlin. Puis après, j'ai fait d'autres clients. Voilà, donc aujourd'hui, c'est mon job. Je suis coach agile, mais j'avais pas prévu de faire ça à la base. C'était vraiment... C'était pas une trajectoire. Non, c'était pas une trajectoire. Pas du tout. J'étais vraiment là-dedans. C'était l'envie d'apprendre. Voilà, c'est la question que je voulais te poser, c'est que tu as décrit ton parcours, là, ouais. c'est très clair, mais c'est quoi la genèse ou le truc qui t'a dit ouais, la partie agile, c'est là-dessus qu'il faut que j'aille, là je vais pouvoir m'épanouir, parce qu'en fait il y a un côté, chaque métier il y a un côté aussi auto-satisfaction à avoir, c'est très important. Ouais. C'est quoi chez toi ton... Alors au début c'est marrant, c'était plutôt le pragmatisme du truc. Je me suis dit mais voilà une façon de travailler qui est hyper efficace. En fait, je me suis dit, puis on le voyait avec l'équipe, ça marchait mieux. Je passais dans un mode projet, si tu veux, où j'étais au beau milieu de la recette, et puis il y avait quelqu'un qui disait « Alors, est-ce que vous êtes en train de recéter ? Bon, finalement, on va pas le mettre en prod. Par contre, on a un nouveau truc. Est-ce que vous pourriez le développer ?» Et nous, on disait « Mais genre, on est en recette, quoi !» Et en fait, avec cette nouvelle façon de travailler, je me disais, en fait, tout ça, j'aurais plus ces problèmes-là. J'en aurais d'autres, mais j'aurais plus ces problèmes. Et c'est en fait, au départ, c'était vraiment le pragmatisme du truc, une espèce de mécanique comme ça. Et je me disais, ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Et cette impression aussi, vraiment d'avoir redonné le goût de travailler dans l'équipe, la banane des gens. En fait, j'avais un peu l'impression d'être moniteur de colonie de vacances et on met tout le monde dans un bus et tout le monde chante. Alors, on ne sait pas où on va, mais on y va et c'est assez cool. Et j'avais retrouvé un peu cette ambiance aussi un peu centre aéré que je trouvais hyper sympa. Bon enfant, donc on travaillait, on faisait des choses très sérieuses, mais en même temps, il y avait un côté assez gamin, assez ludique que je trouvais hyper fun et qui, moi, m'a tout de suite vraiment hyper plu. Et c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Les personnes, naturellement, t'ont fait confiance, en fait. Ouais. En fait, j'ai presque envie de dire, c'était ça ou on arrête tout. Donc, en fait, c'était un peu une réaction épidermique à un échec patent qui était annoncé. Donc, du coup, on s'est dit, bon, on va essayer et puis on verra bien. De toute façon, on n'a rien à perdre. Voilà, c'était plutôt le mode, on n'a rien à perdre.
Ok, c'est très clair. Bon, merci pour ce témoignage-là. Ça va servir forcément à tous ceux qui vont nous regarder et tous ceux qui débutent aussi dans l'agilité et dans tout ça. Ouais. On est là pour que tu nous présentes un petit peu ce que c'est Unfix. Alors, pour ceux qui ont vu le clap, je vais faire semblant de te poser des questions vas-y, je t'en prie, et très basiques. Je sais pas si toi tu fais ça, mais en tout cas moi je le fais souvent. Généralement, quand j'ai quelque chose à expliquer à une personne et que ça doit être très clair et très précis, j'appelle ma mère. Oui, c'est ça, ok. Bon, je sais pas si toi t'as le même réflexe, mais en tout cas moi j'appelle ma mère et là je vais faire le même rôle, si ça te va. Si je devais expliquer Unfix à ma mère. C'est quoi? Ok, alors maman, je vais t'expliquer ce que c'est que Unfix, tu vas voir, c'est très simple. Là, dans la majorité des cas, quand on fait une transformation d'organisation, comment ça se passe? Eh bien, tu as les chefs, donc en général ils sont 7-8, ils se mettent dans une pièce et ils disent on va faire une réorganisation. Et donc en fait ils travaillent en secret, parce que c'est une réorg, en général c'est secret. Et après, donc les 7-8 personnes qui font la réorg, qu'est-ce qu'ils font? Ils convoquent 150 personnes dans un auditoire comme il y a derrière nous, et ils disent voilà, c'est ça la nouvelle réorganisation. Et donc ils te proposent un organigramme. Sauf que ça, c'est tout sauf... Un organigramme, un modèle, une hiérarchie peut-être? C'est ça, ils te disent juste, votre chef c'est... Des nouveaux noms, des nouveaux rôles? C'est ça, des nouveaux... Et puis ils vont t'expliquer ça, ils vont te dire, après il va falloir faire la conduite du changement. Unfix, c'est exactement l'inverse. Unfix, c'est... D'accord. On prend les 150 personnes et on se met autour d'une table et on dit, ok, c'est quoi les problèmes qu'on veut résoudre dans notre organisation? Donc on fait la liste des problèmes qu'on veut résoudre dans notre organisation. C'est, on n'arrive pas à délivrer, les équipes elles sont pas coordonnées correctement. Et là après on va se poser des questions. Et Unfix c'est la boîte à outils de l'organisation, donc c'est comment tu vas bâtir toi-même ta propre organisation. Et donc tu ouvres la caisse à outils et tu dis pour faire ça, notre challenge, c'est plutôt ça. Donc, du coup, on va utiliser ce qu'on appelle des patterns. Donc, c'est des réponses à des problématiques et on va utiliser ces patterns pour pouvoir définir notre organisation. C'est quoi un pattern? Un pattern, c'est juste... C'est quoi un exemple pour toi d'un pattern? Un pattern, ça pourrait être, est-ce que tes équipes sont stables dans le temps ou est-ce que tes équipes sont dynamiques? Et en fait, selon ce que tu choisis, ça n'aura pas les mêmes conséquences. Donc, c'est plus une micro-réponse à une problématique. Donc, tu dis, moi, je choisis d'avoir des équipes qui sont plutôt stables ou non, mon contexte, c'est en fait, les équipes, elles sont pas stables. On va arrêter de se mentir. Les gens, ils entrent et ils sortent tous les 6 mois. J'ai des gens qui s'en vont et qui repartent. Je peux pas dire que ma transformation d'organisation, elle se fera des équipes stables parce que mes équipes, elles sont sans cesse en train de changer. Et donc, la réponse à ma solution, donc la pattern que j'ai utilisée, c'est des équipes dynamiques. Et du coup, ma réponse à ma problématique, ce sera une pattern de type équipe dynamique. En fait, la pattern, c'est juste la brique de Lego avec laquelle tu vas construire ton organisation. C'est ni plus ni moins, Unfix, c'est la grosse big boîte de Lego. Tu l'ouvres et tu dis, ok, mon organisation, elle doit être constituée de briques, et ces briques, ce seront autant de patterns. Et plutôt que d'appliquer un modèle que je vais acheter sur le marché, avec des certifications et tout ça, je vais plutôt me poser la question, c'est quoi mes problématiques? Et en face de ça, je vais mettre une pattern. Il y a quelques années, on met un modèle Spotify. Voilà, c'est ça. Ou Safe, ou d'autres. On achète sur étagère quelque chose. C'est un peu la différence entre Unfix et ces modèles-là. C'est un peu la même différence entre Lego et Playmobil. Si tu achètes une maison Playmobil et que demain tu dis « je voudrais que ce soit un château fort », en fait, tu vas peut-être casser ta maison Playmobil, mais à la fin, tu auras juste une maison Playmobil cassée. Avec Unfix, tu as des briques de Lego. Tu dis, je vais faire une maison, je fais des briques. D'accord. Et après, je fais un château fort. Et en fait, tu reconditionnes, tu recombines ton organisation en fonction de... Et ce genre de discours, de message, tu arrives à le faire passer à des dirigeants, à des hauts managers qui ne sont pas du tout dans l'organisation proprement dit, peut-être dans le management, certainement, mais pas dans cet aspect pragmatique de l'agilité comme toi, on essaye d'avoir. La question est excellente. C'est-à-dire que Unfix, moi, j'ai découvert ça en 2022. Donc ça vient pas de nulle part, ça a été inventé par un gars qui s'appelle Jürgen Appelo, qui a quand même une certaine expérience sur tout ce qui est agilité. Il a bossé sur le management 3.0, il a écrit plusieurs bouquins, il a fait beaucoup de conférences, il a inspiré beaucoup de gens. Unfix, c'est son dernier bébé, entre guillemets. Moi, j'ai découvert ça à Amsterdam. Et en fait, ce truc-là, quand je l'ai découvert, je me suis dit, enfin, j'ai un outil. Parce que moi, j'étais coach agile et donc j'étais un peu comme tout le monde, je vais aider les équipes. Puis je vais les... Puis des fois, en fait, quand t'as l'équipe qui dit « Ouais, mais ça, on peut rien y faire parce que ça, c'est politique. » Et avec Unfix, je me suis dit « j'ai le fameux, c'est politique. » Voilà, c'est le truc. On peut pas, c'est dans l'organisation, on a toujours fait comme ça. Voilà, ou c'est comme ça chez nous. C'est ça, et on peut pas changer. Et en fait, avec Unfix, je me suis dit « J'ai enfin un outil qui me permet d'aller passer la strate supérieure
on en parlait ce matin avec briser le plafond de verre, creuser le parquet de verre. Là, j'avais cet outil-là où je pouvais dire, si c'est politique, on peut essayer d'aller travailler sur cette organisation. Et donc, en fait, j'ai fait quelques essais, notamment chez certains clients qui étaient donc un peu précurseurs, qui m'ont dit « Ah ouais, ça a l'air pas mal comme truc, on va l'essayer ». Et donc, j'ai fait les premières modélisations d'organisation avec des équipes dans certaines entreprises. Et aujourd'hui, j'ai quelques clients qui viennent me voir en disant « je suis manager de 150 personnes, d'une DSI, d'une DOI, et je me pose des questions sur mon organisation. Comment elles sont mes équipes? Est-ce qu'elles sont bien dimensionnées? Est-ce que j'ai pas intérêt à revoir la composition des équipes? Est-ce que j'ai pas intérêt à revoir le mandat de certaines équipes? Et donc, avec Unfix, je ne plaque pas une organisation toute faite. Je dis plutôt, on va faire parfois un pas de côté par rapport à ce qui est déjà fait. C'est-à-dire, si vous avez déjà un framework et vous utilisez Safe, on va se dire, on va peut-être faire un pas de côté et on va se poser la question de, OK, Safe, si ça gère très très bien le delivery, on va se poser la question, est-ce que notre organisation, elle est faite, elle est bien combinée, elle est bien couplée avec ce qu'on veut faire? Et donc ça permet en fait de faire un pas de côté. Et donc moi, je viens avec des ateliers où je dis, plutôt que de réfléchir à 8, on va pouvoir réfléchir à 100, à 150, et on va s'asseoir autour de la table. Et donc les gens qui sont dans l'organisation, moi je pense qu'elles ont le devoir de pouvoir exprimer quelles sont les problématiques déjà. Et puis des fois, en fait, elles les ont les solutions. Mais en fait, on leur donne jamais la parole. Et en fait, le truc qui est cool avec Unfix, c'est que tu peux donner la parole à des gens sur leur organisation. Parce qu'en fait, ils y travaillent tous les jours. Et c'est quand même aberrant qu'ils ne puissent pas se dire, tiens, si on faisait comme ça, peut-être que ça permettrait de solutionner. Donc si je devais expliquer Unfix à ma mère, je dis, c'est juste pouvoir donner le pouvoir à des gens qui travaillent tous les jours dans une organisation, de se poser des questions sur comment on améliorerait l'organisation. C'est très clair. La chose que j'ai identifiée par rapport à toute ton explication, c'est que il y a quand même un point crucial, c'est d'avoir une personne dans une organisation qui a assez de pouvoir et de faculté de remise en cause. Avoir un dirigeant, manager ou un entrepreneur ou qui que ce soit qui est à la tête du truc là pour dire je vois que ça fonctionne mais ça marchouille à moitié, j'ai des problèmes à droite et à gauche, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai peut-être du mal à les cibler et ça vient aussi un peu de là. Il faut aussi une certaine clairvoyance. Ouais. Et alors c'est un très bon constat et en fait quand tu creuses un peu et donc quand tu fais ce premier pas en disant ok, est-ce que ça fonctionne bien? Moi je vois aussi beaucoup de gens qui se font aider par leur manager qui sont en dessous, donc leur N-1 et en fait on se rend compte que cette problématique elle est partagée bien souvent par un très grand nombre. Donc en fait très très vite on arrive entre guillemets à ne pas tomber dans le pointage de doigts, mais plutôt de se dire, l'organisation c'est une structure, donc c'est bien des gens qui la mettent en place, mais du coup, il n'y a pas un coupable dans le truc. Et l'objectif c'est plutôt de se dire, ok, comment on va trouver, déjà comment on va identifier les problématiques, comment on travaille ensemble, et ensuite comment on va pouvoir essayer de les solutionner. Donc en général, cet effet de, tiens, on réfléchit à notre organisation, il se propage très très vite. Et on arrive très très vite à avoir l'adoption des gens parce que personne en général dans les boîtes n'est totalement satisfait de son organisation et proposer une démarche qui est participative en plus et qui dit finalement on va le faire en amont parce qu'on va éviter d'avoir la fameuse conduite du changement où tout le monde est là en mode moi j'ai pas tout à fait compris. Là en fait dès le début on inclut les gens dans la démarche et on leur permet de réfléchir à leur organisation. Du coup ça favorise l'adoption de la nouvelle organisation parce que tu peux pas dire j'étais pas d'accord. Qui était ta partie prise. T'étais là. Tu peux ne pas être d'accord, mais au moins tu peux pas dire j'étais pas au courant. T'étais là quand ça a été fait. C'est pas quelque chose qui t'est imposé. On t'a posé des questions, on t'a demandé si tu avais des réponses à des questions et tu peux les travailler. Mais l'air de rien, c'est quand même vachement déstabilisant. On va te demander des choses qu'on t'a jamais demandé et tu dois poser un avis. Et après on va dire si ça fonctionne pas. Limite t'es pas responsable, mais tu peux pas dire que t'es victime de quelque chose. Et donc, la mauvaise foi, tu peux plus l'avoir. Et t'as un conflit humain, là. C'est en même temps, c'est déstabilisant et en même temps, c'est assez libérateur. T'as les gens qui disent, ça. Enfin, on me pose la question et enfin, je me dis, et si on faisait une équipe qui était dédiée pour faire ça, ça marcherait peut-être tout le monde. Ça fait peut-être 2 ans que les gens en parlent. C'est peut-être 2 ans qu'à la machine à café disant non mais franchement si on avait fait cette équipe-là, on n'aurait pas eu ce problème. Et en fait ce truc-là, alors au début c'est vrai que c'est un peu on va parler de l'organe, est-ce que je suis qualifié et tout. Et puis après quand tu l'expliques et tu dis il y a une question de légitimité des personnes qui sont dedans parce que tu as 100, 150 personnes voire 200. Et, pourquoi moi aujourd'hui et maintenant c'est vrai que ça peut paraître un peu intimidant, mais après quand tu l'expliques, dire c'est un peu un mode Lego, et puis après les ateliers sont assez fun, ça marche avec des cartes qui sont très colorées, c'est très collaboratif.
Et du coup, tu enlèves un peu cette espèce de poids ou épée de Damoclès. Oh mon Dieu, on est en train de parler d'organisation, c'est un truc très sérieux. Bah non, en fait, tu peux parler de choses très sérieuses, mais de façon très simple. Oui, mais quand je commence un atelier, en général, je demande aux gens de modéliser leur organisation telle qu'elle est actuellement. Et je fais plusieurs tables. Et le premier constat qu'on fait, c'est que tu as beau bosser dans l'orga depuis 10 ans, ton voisin aussi, tu vas voir que les tables, elles sont pas organisées pareil. Donc tous les gens n'ont pas la vision de l'organisation. Donc, le premier truc qu'on fait en général, qui est assez marrant, c'est on dit bon, on va converger vers l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc j'ai souvent des remarques du genre moi je croyais que tu faisais ça, mais en fait tu fais ça. Enfin bref, déjà il y a un premier constat sur déjà l'organisation actuelle, on n'est pas aligné dessus. Donc après on s'aligne dessus et puis après on dit quelle étape on pourrait mener. Et là encore une fois l'objectif c'est pas de dire on va faire un grand soir organisationnel, c'est plutôt de dire comment on va monter petit à petit. Et on va avoir une démarche aussi itérative sur l'organisation en disant de la même manière qu'on n'est pas sûr que notre produit il va toucher 50 millions de personnes comme ça, du coup on va le faire. Au fur et à mesure, on va bâtir notre organisation, on va la bâtir de manière itérative. Donc on va faire des petits changements et on va s'arrêter de temps en temps et dire ok, est-ce qu'on a bien avancé? Est-ce qu'on a mis en place pour résoudre le problème? Est-ce que ça n'a pas ouvert un autre problème à côté? C'est genre ça marche super bien maintenant. Ouais, sauf qu'en fait, de l'autre côté de l'échelle, les gens vont dire mais qu'est-ce que vous avez fait là? Nous, en fait, tu décales l'impact. C'est ça. Et du coup, parfois, en fait, quand on décale l'impact dans l'organisation, en fait, on recrée un nouveau problème. On se dit, en fait, on n'a pas trouvé une solution, on vient juste de recréer un nouveau problème. Donc, c'est un peu ça qu'on va venir chercher. Donc, cette démarche itérative, elle va aussi avec le concept de fixe, de dire, votre organisation, elle ne sera pas parfaite, donc progressez, faites la progression au fur et à mesure. Et toi, maintenant, avec le recul que tu as, une fixe, au bout du compte, c'est plus sensible à des secteurs d'activité où en fait c'est totalement ouvert à tout le monde et tu te dis que, parce que moi je connais un petit peu, dans la partie un petit peu hôpital, faire du NFX, impossible, où tu te dis il y a moyen, par contre il faut vraiment tout péter. Ma question est faite pour dire, tu vois, un truc un peu rigide. Alors, je dirais, mes clients à moi, c'est beaucoup des DSI qui se posent des questions, mais de plus en plus, je vois le chiffre. Ça reste la partie quand même un peu informatique, pure et dure. On n'est pas encore dans une démocratisation. À l'instar des OKR où un PDG peut comprendre maintenant. Alors en France, ça reste encore très ancré. Enfin moi, ma clientèle, c'est assez DOI, DSI. Et en Allemagne, Belgique, Suède, parce que c'est un modèle qui est international, je vois de plus en plus des gens qui travaillent dans des entreprises qui n'ont absolument rien à voir avec l'informatique. Et donc, il y a des ministères qui commencent à s'y intéresser. En fait, c'est toute organisation qui se pose des questions, justement, sur son organisation, pourrait se dire, tiens, NFX pourrait être un moyen pour nous, déjà de poser la façon dont on travaille, parce qu'un organigramme, encore une fois, ça n'explique pas comment on travaille, ça explique juste qui est chef de qui. Donc, ça permet de poser au moins les schémas ou les flux de travail, et après de se dire, ok, partant de là, est-ce qu'on a des problèmes et comment on pourrait les améliorer? Donc oui, la démarche serait adaptée. Pour autant, aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai fait... Non, mais c'était ton point de vue. Je pense que c'est possible, mais j'aimerais bien d'ailleurs, franchement, je kifferais avoir des clients qui ne sont pas du tout dans l'IT pour pouvoir expérimenter. Donc demain, pour ceux qui nous regardent, quelqu'un qui est dans l'industrie, vas-y, on va appeler Thomas pour au moins découvrir ce que c'est que le concept, au-delà de ton explication là, c'est des aspects l'idée c'est moi ce que j'aime bien c'est faire découvrir et puis faire pratiquer. Du coup là effectivement on est en mode podcast donc on ne peut pas pratiquer, mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez, moi mon rôle en tous les cas c'est que vous puissiez pratiquer le plus vite possible et vous rendre compte de la puissance du modèle et que vous puissiez vous dire du coup ça me donne envie d'aller plus loin et d'expérimenter chez nous, entre nous. C'est avec plaisir, vraiment. Bon. Pour terminer notre podcast et notre émission, nous sommes donc en édition spéciale à l'Agileville. Tout à fait. Ton premier ou c'est ton 15e Agileville? Alors moi je vais être assez honnête avec toi, c'est le 3e. Oui, je pense que c'est le 3e. Mais du coup, effectivement, je fais pas mal d'Agile Tour. Mais celui-là, ça reste celui, c'est la base d'opération. Je vois beaucoup de gens qui viennent de assez loin. Donc je pense qu'il y a ce côté un peu bon enfant, culture ch'ti qui attire quand même pas mal de gens. Donc voilà, les gens qui se disent finalement j'ai envie de participer à un Agile sympa, bon enfant, ils s'y retrouvent ici. Je trouve que les intervenants sont pour le coup vraiment de qualité. On a vraiment des trucs vraiment super. Voilà, donc moi je fais pas ça depuis très longtemps, encore une fois, comme je te disais, je suis pas des précurseurs. Non. Je découvre et à chaque fois que je viens ici avec plaisir. Moi, en tous les cas, j'apprends des trucs.
Donc je conseillerais vraiment aux gens qui ont envie d'apprendre, voilà, tu payes 60 balles et en fait c'est comme si tu avais lu 5-10 bouquins dans la journée et ça je trouve ça vraiment super sympa. Enfin, le ROI de ce genre de truc est vraiment super intéressant. Ouais. Et ben voilà, écoute, ça sera le mot de la fin alors Thomas. Ouais. Et ben merci merci Equité de m'avoir interviewé. Merci à toi. À bientôt. Et ben ouais, carrément. Ciao. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.